Je suis sûr que personne n'ignore ce que sont les espaces liminaux, mais au cas où, le concept d'espaces liminaux fait référence à des lieux physiques qui sont généralement de nature transitoire. Les couloirs, les salles d'attente et les parkings en sont des exemples classiques. L'esthétique liminale peut être définie par le sentiment unique de nostalgie étrange que les gens éprouvent lorsqu'ils sont confrontés à de tels endroits en dehors de leur contexte habituel. Par exemple, le couloir d'un hôpital abandonné peut sembler sinistre et étrange en raison de l'activité humaine qui y est généralement associée. Si l'esthétique a toujours existé, elle a récemment été popularisée et définie par les backrooms, une creepypasta désormais tristement célèbre sur ce qui se passe lorsque l'on sort de la réalité par un glitch. Du moins, c'est comme ça que j'ai découvert le terme. Comme beaucoup d'autres fans de l'œuvre originale, j'étais impatient de contribuer au sous-genre toujours plus vaste des jeux d'horreur inspirés des espaces liminaux. Le projet en lui-même n'avait rien de révolutionnaire. À la base, il s'agissait d'un simulateur de marche à la première personne sans but ni objectif particulier, dans lequel on pouvait explorer divers environnements liminaux en 3D. La seule chose qui sortait un peu de l'ordinaire, c'est que je n'avais pas l'intention d'inclure de vrais moments effrayants dans le jeu, mais de me fier entièrement à l'atmosphère pour instiller un sentiment de suspense constant chez le joueur. Je sais, c'est prétentieux, mais j'ai toujours aimé l'idée d'un jeu d'horreur qui vous laisse dans un état perpétuel de questionnement, sans savoir si vous êtes vraiment seul ou pas. Il y a très peu de jeux qui répondent à ce besoin, alors j'ai décidé de le créer moi-même. Le premier niveau que j'ai créé était un parking abandonné à plusieurs étages. Je me suis basé sur celui d'en face. Chaque étage était quasiment identique au précédent, l'extérieur n'étant qu'une étendue de brouillard, on ne pouvait pas vraiment savoir si on progressait ou si on était coincé dans une boucle. Encore une fois, je sais que ce que je décris n'a pas l'air très impressionnant, mais n'oubliez pas que je suis un gamin de 16 ans qui apprend à utiliser un moteur de jeu pour la première fois. J'ai dû rejouer ce niveau plus de 50 fois, m'assurant que tout, des mouvements de la caméra à l'ambiance, était exactement comme je le voulais. Je me souviens avoir passé des jours à jouer avec les shaders. Je ne voulais pas que l'endroit ait l'air trop artificiel, mais je ne voulais pas non plus m'éloigner du sentiment liminal en ajoutant des choses superflues. Je cherchais l'équilibre parfait entre le minimalisme et le crasseux. Une fois que c'était terminé, ou du moins aussi terminé que possible, j'ai demandé à mon meilleur ami Alex s'il pouvait y jouer pour moi et me dire ce qu'il en pensait. C'était un peu une chochotte quand il s'agissait de jeux d'horreur, ce qui en faisait le sujet de test idéal. J'ai délibérément choisi de ne pas lui dire qu'il n'y avait pas de fantômes ou de monstres effrayants dans le niveau. Je voulais une impression sincère, après tout, et puis, j'ai trouvé que ce serait drôle. Il m'a appelé quelques heures plus tard. Je pouvais dire, d'après son rire nerveux, qu'il jouait encore. C'est bon, j'abandonne. Qu'y a-t-il derrière la porte et comment on l'ouvre? J'étais perplexe. Je ne me souvenais pas avoir mis de porte, ou quoi que ce soit qui puisse y ressembler. Je me suis dit qu'il avait compris la blague et qu'il essayait de me rendre l'appareil, alors je me suis contenté de jouer le jeu. Oh, peut-être que, oui, tu dois rassembler les 77 pages, puis un slenderman animatronique hyper réaliste en sortira et se mettra à te poursuivre. Je l'ai presque entendu lever les yeux au ciel. Ah, hilarant, mec. Non, sérieusement, comment je l'ouvre? J'ai cherché partout une plaque de pression ou une clé ou quelque chose. Donne-moi au moins un indice. J'ai insisté, ignorant ses plaintes avec sarcasme, mais au bout d'un moment, il est devenu évident que sa frustration était réelle. Nous sommes passés sur Discord et il a partagé son écran pour me montrer de quoi il parlait. Il s'avère qu'il était très sérieux. Collé sur l'un des murs se trouvait la texture plate d'une porte. Elle était rouge, ressemblant à une sortie de secours, ce qui la rendait d'autant plus choquante par rapport aux palettes de couleurs grises et de brun passé qui dominaient le reste de l'environnement. J'ai cligné des yeux de confusion et me suis penché sur ma chaise. Je ne l'avais certainement pas mise là. Alex était toujours en ligne, j'ai lancé mon éditeur de niveau et je me suis rendu au 7e étage, le même que le sien. Effectivement, la porte rouge vif était aussi sur ma version du projet. Elle semblait faire partie du pack de textures que j'utilisais. Je ne sais pas comment, mais j'ai supposé que je l'avais d'une manière ou d'une autre manqué pendant mes nombreuses sessions de test. C'était un petit moment amusant, mais évidemment pas de quoi nous empêcher de dormir. J'ai même brièvement envisagé de la garder comme une blague entre nous, mais j'ai fini par remplacer la porte par une surface plus appropriée. J'ai commencé à travailler sur le 2e niveau quelques jours plus tard. Il était inspiré par un rêve récurrent que j'ai fait, un couloir blanc stérile et en boucle avec des rangées de casiers jaunes de chaque côté.
Le joueur aurait été déposé au bout du couloir sans autre directive. Il n'y avait pas d'énigme à résoudre, pas d'interrupteur caché qui aurait révélé un passage secret. C'était un peu l'idée. Je me souviens avoir pensé que j'étais si intelligent, si abstrait, comme si j'étais sur le point de créer la pièce de résistance des simulateurs de marche, qui serait analysée et théorisée pendant des années. En réalité, tout ce que j'ai fait, c'est une démo technique en utilisant un tas d'éléments préfabriqués. Ce n'était certainement pas le Stanley Parable. Après avoir testé le jeu, j'ai envoyé la version finale à Alex. Il n'a pas fallu 1 heure pour qu'il me rappelle. Cette fois, il avait l'air plus agité que nerveux. Je marche depuis 30 minutes, où suis-je censé aller? J'ai ri, mais intérieurement, j'étais plutôt agacé qu'il n'apprécie pas ma vision pour ce qu'elle était. J'ai mis ça sur le compte du fait que mon ami n'avait pas une once de créativité. Il n'y avait sûrement pas d'autre raison pour que quelqu'un ne soit pas transporté à la simple perspective de parcourir le même couloir encore et encore. Je ne sais pas, essaie de longer le mur de gauche. Ah, va te faire voir, tout a l'air pareil. Je suis censé faire quelque chose avec les casiers? Il y a la porte, mais ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit, alors je suppose? Je me suis redressé. Une porte? Quoi, quelle porte? Alex a ri d'un air sarcastique. Ne recommence pas, ce n'était même pas drôle la première fois. Je me suis rapproché de mon bureau et j'ai ajusté mon casque, adoptant ce que je considérais comme un ton plus sérieux tout en relançant l'éditeur. Où est-elle? Le microphone d'Alex a grésillé alors qu'il y expirait. Il était toujours convaincu que j'essayais de le manipuler, ce qui, compte tenu de notre relation, je suppose que je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne sais pas, mec, près de l'endroit où tu apparais. Je l'ai trouvé presque immédiatement. Nichée entre 2 casiers voisins se trouvait la porte rouge. Contrairement à sa précédente version, ce n'était plus une simple texture plate, mais un élément 3D entièrement rendu. Je n'arrivais pas à y croire, mais elle était là, sa surface métallique propre, brillante sous l'éclairage intense. Pour le répéter une fois de plus, je suis absolument, positivement certain que je ne l'avais pas mise là. Je ne pouvais plus non plus l'attribuer à de la négligence. C'est une chose de mal placer une texture par accident, mais il n'y avait aucune chance que j'ai ajouté un objet entièrement nouveau au jeu sans m'en rendre compte. Bien sûr, il n'y avait rien derrière la porte, ni de moyen de l'ouvrir d'après ce que je pouvais dire, mais cela ne rendait pas la situation moins bizarre. La seule autre personne qui aurait eu accès à mon ordinateur était ma mère, mais elle ne sait même pas comment utiliser un navigateur, et encore moins faire une chose pareille. Un hacker pourrait-il en être responsable? Mais pourquoi quelqu'un prendrait-il le temps de modifier mon jeu à distance et de laisser tout le reste sur mon PC intact juste pour me faire flipper? Ils y parvenaient si c'était le cas. Une fois que j'ai réussi à convaincre Alex que ce n'était pas le résultat d'une blague élaborée, il a été encore plus paniqué que moi. Il s'est mis dans la peau d'un protagoniste de creepypasta, disant que le jeu devait être hanté ou quelque chose comme ça. J'aime mes Ben Drowned et mes Sonic.exe autant que n'importe quel gosse qui a grandi dans les années 2010, mais il en aurait fallu bien plus pour que j'envisage la possibilité d'un fantôme cybernétique effrayant qui prend son pied à mettre des portes aléatoires dans les jeux des gens. Nous avons passé le reste de la soirée à tourner en rond. Au final, nous nous sommes résolus à la bonne vieille méthode qui consiste à ne rien faire. Je me souviens vaguement avoir mentionné le fait de faire réinstaller mon système d'exploitation, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. J'avais déjà beaucoup de choses à gérer à l'époque. On pourrait dire que ce projet était mon moyen d'évasion. Il me faisait me sentir productif, comme si je travaillais vraiment sur quelque chose, même si ce n'était pas important. Bref, j'en avais besoin, et je n'allais pas laisser quelques coïncidences bizarres me l'enlever. Le 3e et dernier niveau sur lequel j'ai travaillé était le plus ambitieux. La façon dont je l'ai imaginé est assez difficile à décrire. Je pense qu'il a été inspiré par une image que j'ai vue sur Reddit. Imaginez un grand champ, avec des collines et de larges vallées, mais au lieu d'herbe, tout est recouvert d'une moquette verte. Épinglé sur le ciel peint, un projecteur très visible aurait suivi le joueur, l'éclairant directement chaque fois qu'il levait les yeux. L'objectif était de donner l'impression d'être coincé dans cette réalité factice, étrange et mal ficelée, qui n'essayait même pas de cacher qu'il s'agissait d'un décor. Ça, c'est-à-dire ce qui perturbait mon jeu, n'a même pas attendu que je finisse complètement le niveau cette fois-ci. J'étais encore en train de m'assurer que la caméra ne traversait pas les parties les plus inégales du terrain. En tournant mon point de vue, je l'ai vue, la porte rouge, désormais trop familière, suspendue au milieu d'un plan sans texture.
Elle se tenait seule à la verticale. Il n'y avait rien derrière ni autour d'elle. J'aurais probablement été plus troublé si une partie de moi ne s'était pas inconsciemment attendue à ce qu'elle finisse par apparaître. En fait, je n'avais pas peur du tout pour une raison quelconque. Pire encore, je me sentais inexplicablement attiré par elle. Mon personnage s'est avancé sans mon intervention. C'était comme si j'étais dans une cinématique. J'ai été assez rapidement devant la porte, regardant son cadre imposant. Je n'avais ni la possibilité de reculer ni d'avancer plus. Tandis que je regardais la poignée entièrement modélisée, une instruction est apparue en lettres blanches semi-transparentes. Appuyez sur eux pour ouvrir. J'ai dégluti, et désespéré d'assouvir ce nouveau sentiment de curiosité morbide, j'ai fait ce qui m'était demandé. L'écran est devenu complètement noir, puis est passé au rouge uni. Une autre instruction est apparue, utilisez les touches WASD pour vous déplacer. Je n'aurais jamais réalisé que je pouvais à nouveau contrôler mon personnage si le jeu ne me l'avait pas expressément dit. En reculant de quelques pas, j'ai réalisé que je m'étais tenu près d'un mur et qu'en fait, j'étais dans une sorte d'espace clos. Chaque centimètre était peint dans la même nuance de rouge uniforme. À moins de la regarder sous un angle précis, on ne pouvait pas vraiment dire où une surface s'arrêtait et où une autre commençait. C'était nauséabond. J'ai essayé d'ouvrir le menu de la console, rien ne s'est passé. Je ne pouvais ni quitter ni réduire le jeu, quelle que soit la combinaison de touches que j'essayais. Il était de plus en plus évident que je n'avais plus le contrôle. Et pourtant, je n'arrivais pas à me décider à appuyer sur le bouton d'alimentation de mon ordinateur. J'avais un besoin inexplicable de découvrir les secrets de cet endroit. C'était comme une sorte d'impulsion primaire qui était câblée dans mon cerveau. Le réseau apparemment sans fin d'espace vide était divisé par des murs et des passages étroits. Il était presque impossible de distinguer une pièce d'une autre. J'avais l'impression de tourner en rond, et c'est probablement ce qui s'est passé pendant un bon moment, jusqu'à ce que je tombe sur une pièce qui contenait quelque chose. Sur une table tout aussi rouge, il y avait une bombe de peinture argentée. Dès que je l'ai ramassée, j'ai été invité à appuyer sur F, sur mon clavier pour l'utiliser. Un signe en forme de coche grossièrement dessiné est apparu sur la surface à laquelle je faisais face. J'avais maintenant la possibilité de marquer les endroits que j'avais déjà explorés, ce qui, inutile de le dire, s'est avéré extrêmement précieux. Armé de ma nouvelle méthode de navigation, j'ai eu l'impression de faire de réels progrès. Plus j'explorais, plus je commençais à repérer certains motifs. J'ai réalisé que chaque section était composée d'un nombre défini de configurations cycliques. Par exemple, chaque 5e pièce était en forme de L et chaque 10e pièce était en forme de H et reliée à plusieurs couloirs, dont 2 revenaient toujours au début de la séquence. C'est presque devenu un jeu de rythme. 1, 2, va à gauche. 3, 4, va à droite. Si les niveaux que j'avais déjà créés pouvaient être considérés comme leur propre microcosmes autonome, je suppose que c'était leur version des backrooms, un labyrinthe de formes procédurales uniformément texturées qui, ironiquement, incarnait l'esprit de la liminalité encore mieux que tout ce que j'aurais pu consciemment concevoir. Et puis, enfin, après ce qui a semblé être des heures, je suis entré dans une pièce qui ne ressemblait pas du tout aux précédentes. Le rouge oppressant a été remplacé par un papier peint beige. Cela m'a donné un intense sentiment de déjà-vu et c'est toujours le cas quand j'y pense. Sur le mur d'en face était monté ce qui ressemblait à une télévision à écran plat. Il n'y avait pas d'autre sortie que celle par laquelle j'étais entré. Il semblait que j'avais atteint la fin de leur labyrinthe monochrome. En m'approchant du moniteur placé à la verticale, on m'a rapidement proposé 2 options. Appuyez sur Y pour rencontrer votre hôte, appuyez sur N pour revenir en arrière. J'ai fait une pause et j'ai regardé mon téléphone. Il était 4h45 du matin. J'étais déjà allé si loin, il était hors de question de faire marche arrière. J'ai brièvement envisagé d'appeler Alex, mais j'ai changé d'avis. Même si j'arrivais à le réveiller, j'aurais alors dû passer des heures à essayer de le convaincre que ce n'était pas une de mes blagues. Non, j'avais besoin de réponses, et je les voulais tout de suite. Mon doigt a plané au-dessus de la touche Y. J'ai pris une grande inspiration, anxieux, et j'ai appuyé à fond. La télévision virtuelle s'est animée. Des lignes blanches ont traversé l'écran. Au centre d'un fond vierge est apparu le portrait statique d'un homme. L'image était si basse résolution que je pouvais compter les pixels qui la composaient. Cependant, ce qui lui manquait en détail, elle le compensait en expressivité. Le froncement de sourcils exagéré de l'homme inconnu, comme dans un dessin animé, plongeait jusqu'au coin de sa mâchoire,
mais ses sourcils étaient froncés dans un regard agacé. C'était comme si quelqu'un avait pris la photo d'un père de famille de banlieue et avait utilisé un filtre pour exagérer ses traits. J'ai failli sauter de mon siège alors qu'une voix granuleuse et étrangement enjouée émanait soudainement de mes haut-parleurs. Bonjour, invité 185. Voici Henri. Henri est un introverti. Henri n'aime pas avoir d'invités. Ce que vous voyez au bas de votre écran est la jauge de patience d'Henri. Une barre verte occupait désormais le bas de mon champ de vision. Elle était à 99%. Vous feriez mieux de partir, Henri n'est pas un homme patient. Utilisez la touche Magie pour sprinter. Après avoir délivré son bref tutoriel, la télévision a vacillé et s'est effondrée de son support, s'écrasant sur le sol. J'ai jeté un coup d'œil à la barre qui diminuait rapidement. 90%. La pression était là. Je ne m'interrogeais plus sur la logique de ce que je vivais. Je savais juste que je devais trouver mon chemin du retour et vite. La partie logique de mon cerveau essayait de raisonner le reste de mon corps, m'assurant que je n'étais pas en danger réel, et pourtant, je ne pouvais nier les battements dans ma poitrine ni les perles de sueur froide qui roulaient sur mon front. Utilisant la touche Magie comme on me l'avait demandé, j'ai rebroussé chemin à travers les couloirs rouges aussi vite que possible, appliquant les mêmes méthodes que j'avais utilisées auparavant, mais en sens inverse. J'ai poussé un soupir de soulagement audible chaque fois que je tombais sur une pièce que j'avais déjà marquée, car cela m'assurait que j'allais dans la bonne direction. 75%. Il m'avait fallu plusieurs heures pour le résoudre initialement, et maintenant je devais atteindre le début du labyrinthe en une fraction de ce temps. L'augmentation de la vitesse de déplacement a certainement aidé, mais pas autant que je l'aurais espéré. 30%. J'aurais juré que la jauge diminuait plus vite à mesure que j'avançais. C'était comme si cet endroit ne voulait pas vraiment que je parte et se moquait de moi, me faisant croire que j'avais une chance de m'échapper. 5%. J'étais essoufflé même si ce n'était pas moi qui courais réellement. Si près, mais de toute évidence pas assez près. Alors que je tournais un coin et m'engageais dans ce que je présumais être l'avant-dernière ligne droite, j'ai vu qu'un autre obstacle bloquait le passage claustrophobique. C'était l'un de ces vieux téléviseurs encombrants, qui projetait une image statique du même visage déformé qu'auparavant. Il était pointé droit sur moi, m'attendant. 0%. Oh, annonça la voix désincarnée et enthousiaste. Tu as vraiment tout gâché maintenant. La seule chose que Henri déteste plus que les invités, ce sont les invités qui prolongent leur séjour, mais ne t'inquiète pas. Soudain, un grand coup a secoué la fenêtre à côté de mon bureau. Mon sang s'est glacé. J'ai avalé la boule dans ma gorge et j'ai lentement tourné la tête vers elle. Il y avait une main sombre pressée contre la vitre. Elle a été suivie d'une autre, puis d'une autre, toute tendant la main sous des angles différents jusqu'à ce que tout ce que je puisse voir soit des paumes de taille variée agrippant la vitre plate, appliquant de plus en plus de pression contre elle. Henri n'aura plus qu'à te rendre une petite visite à la place. Henri a toujours besoin de plus de peinture rouge. Je suis tombé de ma chaise juste à temps alors que la fenêtre explosait pratiquement. Des éclats scintillants se sont éparpillés dans ma chambre. Terrifié, je me suis roulé sur les mains et les genoux, me propulsant sur mes pieds avant de me précipiter vers la porte. Un tsunami de désespoir s'est abattu sur moi dès que j'ai émergé de l'autre côté. Je n'étais plus dans mon appartement. S'étendant devant moi se trouvait le couloir cramoisi ramifié. Ce n'était plus un jeu, ou si c'était le cas, j'étais le divertissement. Quelque chose a attrapé l'arrière de mon sweatshirt. Je me suis débattu, le laissant entre les mains de mon poursuivant. J'ai couru, j'ai crié, j'ai supplié. J'ai traversé les pièces identiques et les passages interconnectés, désespéré d'échapper à la présence imminente qui suivait chacun de mes pas. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pendant une seconde seulement, ce qui a suffi à raviver ma frénésie paniquée, car ce que j'ai vu me hantera jusqu'au jour de ma mort. Une grappe de membres allongés se terminant par des mains de forme humaine. Les utilisant, ils s'avançaient en rampant comme à 1000 pattes. Au centre de la masse qui s'agitait se trouvait ce foutu visage, bien que son froncement de sourcils profond soit maintenant un sourire incroyablement large. Ses yeux étaient devenus deux vides circulaires. Il tremblait d'excitation à mesure que je me rapprochais. Était-ce, pensais-je. Il n'y avait aucune chance que je m'en sorte vivant. Mes jambes étaient vouées à lâcher tôt ou tard, et je n'étais pas en état d'évaluer où j'allais. Quoique cette monstruosité grotesque ait l'intention de faire de moi, j'espérais juste que ce serait rapide. J'étais sur le point de me rendre à mon destin quand mon salut est apparu devant moi sous la forme la plus improbable et pourtant ironiquement appropriée. Une porte rouge.
Elle se fondait si parfaitement avec les murs que je n'en voyais que le contour, mais elle était là néanmoins, ma porte de sortie. J'ai rassemblé ce qui me restait d'endurance et j'ai chargé vers elle. Mes poumons étaient en feu. Je ne sentais plus mes mollets. C'était comme si je courais sur des échasses. J'ai fermé les yeux et me suis jeté contre la porte, me répandant sur l'asphalte humide au-delà d'elle. Mon épaule et mon coude ont absorbé le plus gros de l'impact. Heureusement, ce n'était pas mon crâne. Encore sous l'effet de l'adrénaline, j'ai tourné la tête en arrière. La porte avait disparu. Il n'y avait que du béton taché de vieux graffitis. J'ai frotté mon coude en sang et je me suis redressé, puis j'ai regardé autour de moi. J'étais dans le parking abandonné en face de mon immeuble, celui qui m'avait servi d'inspiration pour le premier niveau que j'avais jamais créé. Le soleil du matin brillait à travers l'ouverture dans le mur extérieur. Je me suis effondré en pleurs, alors, à cet endroit. C'était fini. Contre toute attente, j'avais en quelque sorte survécu et j'étais rentré chez moi. C'était trop beau pour être vrai, eh bien, il s'est avéré que ça l'était. Je suis sorti dans un monde qui, je l'ai vite compris, n'était pas le mien. Les différences sont subtiles, mais elles sont là. La principale d'entre elles étant ma mère qui ne sait pas qui je suis. Elle n'avait apparemment jamais eu de fils. Alex a menacé d'appeler les flics après que je sois allé à plusieurs reprises à son école pour essayer de lui parler. Pour sa défense, si un type au hasard venait me voir et me disait qu'il était mon meilleur ami d'une autre chronologie, je réagirais probablement de la même manière. Les choses n'ont pas été faciles pour moi, comme vous pouvez probablement le deviner. J'ai passé 2 ans à dormir sur des bancs de parc et à fouiller dans les poubelles. J'ai même eu recours à la drogue pour faire face au traumatisme et à la solitude accablant. Je ne peux pas dire que tout va bien et bien maintenant, mais j'ai un toit au-dessus de ma tête, ce qui est une amélioration. Je ne pense pas que je pourrai un jour mener une vie normale, mais j'essaie. Je poste ceci, je ne veux plus être seul, et Internet est le seul endroit où je peux en parler sans craindre d'être enfermé dans une cellule capitonnée. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je ne me croirai pas non plus, mais, et merci d'avoir écouté quand même. Il y a une chose en particulier à laquelle je n'arrête pas de penser. Cette voix effrayante m'a appelé invité 185, ce qui implique qu'il y a eu 184 invités avant moi. Me suis-je échappé dans la réalité d'une autre version de moi-même qui a été involontairement aspirée dans cet endroit également? Vous savez quoi, à bien y penser, je n'ai pas vraiment envie de le savoir.